Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de présider cette première séance du colloque consacré au Apollon, qui s'intitule donc l'arrière-plan égyptien des hiéroglyphica. Alors sans attendre, je vais appeler notre premier intervenant, le professeur Andreas Stauder, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, 4e section. Andreas Stauder a consacré ses travaux notamment à la linguistique égyptienne, avec plusieurs ouvrages de référence, notamment un sur le passif. Il a également consacré des travaux à la littérature égyptienne, au cycle vizéral à la 18e dynastie. Et c'est également un spécialiste de l'écriture égyptienne. Et il est notamment porteur du projet Scripta dans le cadre de PSL. Alors précisément, ce matin, il va nous parler d'un sujet en rapport avec l'écriture, les faces multiples du signe graphique égyptien. Merci Laurent pour cette introduction. Merci Jean-Luc pour l'organisation de ce congrès et pour m'y avoir convié. Alors, je commence tout de suite. Comme on le sait, de nombreuses valeurs données par Apollon sont fausses d'un point de vue égyptien. Surtout, Apollon ignore entièrement la base phonétique de l'écriture égyptienne, celle-là même qui constituera le fondement du déchiffrement par Champollion. Dans une certaine vision, l'œuvre apollonienne serait donc avant tout un ensemble de spéculations allégoriques tardo-antiques détachées de la vraie culture égyptienne vivante et organique. Et Apollon lui-même, un sot des Törichte Apollo, pour reprendre les termes d'Adolf Hermann, la figure de proue de l'école de Berlin au début du XXe siècle, au moment où l'égyptologie s'instaure comme discipline scientifique, Ägyptologie als Wissenschaft, instauration académique qui va de pair, comme souvent, avec un partage et donc une exclusion. Mais lorsque l'on aborde l'œuvre d'Apollon en tant qu'égyptologue, on peut aussi, au-delà de cette exclusion, chercher à préciser les généalogies égyptiennes dont celles-ci procèdent et qui sont bien réelles. On peut s'attacher à identifier les valeurs qui, dans Apollon I en particulier, sont effectivement attestées dans les inscriptions hiéroglyphiques, notamment tardives, et je renvoie ici par Sprototo à l'étude classique de Van de Waal et Vergotze. On peut chercher aussi à montrer comment les explications apolliniennes trouvent des antécédents dans les spéculations sacerdotales égyptiennes tardives sur les signes. Je renvoie ici à l'étude d'Alexandra von Lieven ainsi qu'à la communication à suivre de Joachim Quack sur le papyrus Carlsberg 7. Et puisqu'il m'est choix d'ouvrir les feux aujourd'hui, je m'attacherai pour ma part, dans une perspective moins immédiatement généalogique, à situer Apollon sur l'arrière-plan plus général des jeux avec les signes dans les écritures égyptiennes, et de ce que ces pratiques révèlent de conceptions diverses du signe hiéroglyphique lui-même. Avant cela, toutefois, j'aimerais prendre un peu de recul et considérer ce qui nous réunit en ce colloque, à savoir la fascination pérenne exercée par Apollon. La proposition apollinienne, en effet, est fascinante, et d'autant plus fascinante qu'elle est en un sens choquante. Par exemple, 1.26, voulant représenter l'idée d'ouvrir, il peigne un lièvre parce que cet animal a toujours les yeux ouverts. Qu'avons-nous ici? La chose ou le concept est représenté par un signe et non par plusieurs qui se combineraient pour la représenter. Il y a en ce sens une contiguïté du signe et de la chose. Les valeurs du signe sont indépendantes de la contingence phonétique et sémantique des langues particulières. Le signe pointe donc vers la chose directement. Le signe est motivé, est toujours motivé, et cette motivation est elle-même essentielle puisqu'elle implique un savoir culturel. Les signes ont en ce sens une charge encyclopédique. En tous ces points, la proposition apollinienne contrevient à la réalité des écritures égyptiennes, à la réalité de toute écriture possible et à des éléments fondamentaux de la conception occidentale du signe. Elle contrevient d'abord à la réalité des écritures égyptiennes. Considérons en effet la graphie régulière du mot « ouvrir » en moyen égyptien, environ 2000 avant Jésus-Christ, qui est assez représentative du fonctionnement général du système, à cette époque du moins. Celle-ci inclut bien le signe du lièvre, mais d'autres signes encore. Nous avons une partie phonétique en jaune, un, puis n, puis une partie sémantique en bleu, en partant du plus spécifique, le ventail pour la notion de passage, pour aller au plus général, le bras actif pour la notion d'action.
Et chacune de ces parties n'offre qu'une information partielle. La partie phonétique ne note que le squelette consonantique de la racine, tandis que la partie sémantique n'indique le sens que partiellement. Le système fonctionne donc par désambiguation réciproque. Les parties phonétiques et sémantiques se précisent l'une l'autre avec un certain degré de redondance. En particulier, par contraste avec la proposition orapolinienne, le mot est représenté par plusieurs signes, non un seul. Il n'y a point de contiguïté directe entre un signe particulier et la chose. La graphie est adossée à la contingence phonétique et lexicale d'une langue singulière, l'égyptien. À un niveau historique, les signes sont diversement motivés, mais cette motivation n'est souvent guère perceptible pour les usagers, particulièrement pour les signes phonétiques, dont ici celui du lièvre. Et la graphie n'incorpore ici pas de savoir encyclopédique particulier. Au-delà, la proposition orapolinienne fascine parce qu'elle contrevient au principe de toute écriture effectivement attestée dans le monde. Toutes les écritures, quel qu'en soit le type, combinent représentation phonétique et représentation sémantique à des degrés divers et avec divers effets de redondance. Ainsi le français, dont, rappelons-le, l'écriture est fortement logographique au niveau de son orthographe. On peut donc situer toutes les écritures empiriquement attestées à divers points sur un continuum schématique de ce type. Les deux pôles extrêmes du continuum sont bien entendu purement théoriques, impossibles parce qu'ils seraient libres de toute redondance. L'alphabet phonétique international est strictement phonétique, par définition, certes, mais il s'agit là très précisément d'une notation et non d'une écriture. A l'inverse, une représentation purement sémantique est également impossible. Or, il s'agirait là précisément de la proposition orapolinienne. La proposition orapolinienne fascine enfin parce qu'elle s'inscrit en faux par rapport à la conception commune du signe en Occident. Je me contente ici de rappeler très schématiquement 2 points. La dichotomie entre signifiant et signifié, et la nature conventionnelle du lien entre ceux-ci, et la notion d'une transparence du signe par rapport à ce dont il est le véhicule. Transparence qui procède, après Aristote, de l'utopie d'une rationalité instrumentale de la communication, renforcée par le projet des Lumières d'une société démocratique et glottocratique à venir. Or, chez Apollon, les signes n'ont pas 2, mais bien plusieurs faces. Ils sont contigus avec la chose et pleinement motivés, et loin d'être transparents, ils sont vecteurs d'une charge encyclopédique forte. Or, Apollon fascine en somme parce qu'il fait la proposition d'une écriture impossible, d'une écriture au-delà de l'écriture, qui, par la motivation pleine de ces signes, impliquerait une présence pleine du sens. Et de ce fait encore, pour peu que nous adoptions un référentiel judéo-chrétien, un retour à un temps antérieur à la chute. Or, si la proposition orapollonienne est celle d'une écriture impossible, et si l'écriture hiéroglyphique égyptienne est bien avant tout une écriture ordinaire, il y a également dans l'écriture égyptienne toute une série d'éléments et de possibles qui font de celle-ci, du moins potentiellement, plus qu'une écriture, et forment ainsi un arrière-plan à Apollon. Comme je le disais, la plupart des mots du lexique sont écrits par combinaison de plusieurs signes. Mais certains mots sont effectivement écrits par un seul signe, accompagné ou non du trait logographique. Ces graphies par signe unique concernent typiquement des mots fréquents ou culturellement saillants. Dans tous ces cas, est susceptible de s'instaurer une certaine contiguïté entre le signe et la chose, renforcée par le caractère figuratif de l'écriture. Contiguïté qui devient directement manifeste lorsque, à droite, un signe d'écriture est promu au rang d'emblème, ainsi le signe Ankh, vie, qui se trouve combiné avec le signe Ka, force vitale, dans un objet rituel de l'époque archaïque. Dans le même ordre d'idées, ici à gauche, un signe d'écriture peut être intégré dans une composition figurée et ainsi animé, dans ce que John Baines a décrit comme mode emblématique à mi-chemin entre écriture et image. Des signes à forte charge emblématique peuvent également, à droite, être combinés entre eux pour former une représentation figurée, ainsi ici pour écrire les éléments d'un nom de Ramsès II. Tout le propos d'Apollon est que les signes sont motivés. Dans l'écriture égyptienne, divers types de motivations peuvent être observés. Pour ne prendre qu'un exemple, ici, un harpon et une pointe de flèche. Le premier, un logogramme pour le mot wa, 1, le second, un logogramme pour le mot sen, 2, et par extension phonétique pour wa et pour sen. Plus précisément, le premier signe représente un harpon avec un ardillon,
tandis que le second signe représente une pointe de flèche avec 2 ardillons. La motivation est donc fondée ici, non pas sur ce qu'un signe représente individuellement, mais très précisément sur la différence visuelle entre les 2 signes. La motivation en relation au comportement animal, en particulier, est bien attestée, comme l'a montré Pascal Vernus. Par exemple, pour le signe du cormoran, linguistiquement, nous avons une racine ac, pénétrée, dont est tirée par dérivation nominale ac, cormoran, le nom d'un oiseau qui a pour caractéristique de pénétrer dans l'eau pour attraper sa proie. Au niveau graphique, la dérivation est ensuite inverse. L'image du cormoran est retenue pour entrer dans la graphie du verbe ac, pénétrer, et par extension ultérieure comme phonogramme pour ac. De même, pour le signe du lièvre, linguistiquement, une racine uni se déplaçait rapidement, dont est dérivée unu, lièvre, has. Graphiquement, la relation de dérivation inverse, l'emploi du signe du lièvre pour uni, se hâter, courir, et par extension ultérieure comme phonogramme pour un. Sur ce dernier signe, Horace écrivait, je rappelle, voulant représenter l'idée d'ouvrir, ils peignent un lièvre parce que cet animal a toujours les yeux ouverts. En paraphrasant Horace, nous pourrions à présent dire ainsi, voulant représenter l'idée d'aller rapidement, ils peignent un lièvre parce que cet animal se déplace rapidement. Et de même pour le cormoran. Si la valeur chez Horace est fausse, le principe de la motivation est bien correct pour moitié, par observation éthologique. Un principe que l'on retrouve par exemple pour le vautour 1.11, loi 1.53, etc. L'autre moitié de la motivation, ignorée par Horace, réside bien sûr dans la relation de dérivation morphologique et donc de parenté phonétique sous-jacente, en l'occurrence entre le verbe uni, se déplacer rapidement, et le substantif unu, lièvre, has. Tout ceci concerne le système hiéroglyphique dans ses pratiques ordinaires. J'aimerais à présent illustrer des pratiques étendues de celui-ci en commençant par l'écriture énigmatique au Nouvel Empire. Dans une tradition particulière de celle-ci, dans certaines tombes royales du Nouvel Empire, les signes peuvent être remplacés par d'autres signes selon un ensemble de règles de substitution. Ces substitutions sont toujours analogiques, procédant au niveau de la forme du signe, de son référent visuel, de sa valeur phonétique ou sémantique, ou encore de proximité formelle dans la cursive hiératique. Comme la pratique égyptienne elle-même le montre ici, un signe égyptien ne se limite donc pas à 2 faces, un signifiant et un signifié, mais comporte au contraire toute une série de dimensions, plusieurs faces, par lesquelles il peut acquérir des valeurs nouvelles et entrer en résonance avec d'autres signes. Dans une autre tradition d'écriture énigmatique au Nouvel Empire, certaines inscriptions monumentales consistent presque exclusivement en des représentations figurées. Ainsi, sur l'architrave est de la grande cour du temple de Luxor. Le texte est simple, un protocole royal et une dédicace, et le même texte figure en clair, donc en écriture ordinaire, sur l'architrave opposée. Certains signes acquièrent ici une valeur par un jeu sur les épithètes. Ainsi, en rouge, une représentation du dieu Min, dont une épithète est Kamutef, taureau de sa mère, d'où un emploi dans le protocole de Ramsès II pour K, taureau. Nous ne sommes pas loin ici de certaines motivations horapoliniennes fondées sur un savoir culturel. Observez surtout, par exemple, les mots en jaune et en bleu, comment l'inscription en écriture énigmatique systématiquement choisit ou même invente des signes dont la résolution visuelle et l'iconicité sont maximales. Par cet investissement iconique et par la concentration sur les figures pleines disposées en série, l'écriture énigmatique est tout à la fois écriture et image. Nous avons ici un protocole royal de Ramsès II, mais nous avons simultanément une composition visuelle, une série de divinités marchant littéralement vers l'intérieur du sanctuaire. Dans l'espace ouvert de la cour, exposé en hauteur sur l'architrave, au-dessus des colosses du même Ramsès II, l'écriture figurative monumentale attire l'œil par son caractère énigmatique et par son extranéité. Reprenant l'interprétation de John Darnell, l'écriture elle-même devient une figuration du pouvoir de transformation de celui qui, dans le contexte du temple, en est l'auteur, le roi.
Les principaux éléments que j'ai évoqués se retrouvent développés ultérieurement, un millénaire plus tard, dans l'écriture égyptienne d'époque gréco-romaine. Dans ces milieux sacerdotaux, l'écriture hiéroglyphique, mais également dans une moindre mesure l'hiératique et le démotique, est alors explorée pour son potentiel propre. Comme le montrent des compositions comme le livre de Thoth et le mythe de l'œil du soleil, les pratiques étendues de l'écriture donnent lieu à des spéculations qui peuvent faire l'objet d'une initiation. Plus généralement, l'écriture devient l'expression d'une identité sacerdotale. Les inscriptions comportent des dimensions à la fois ludiques et explicatives. Ainsi, dans cette graphie ptolémaïque de Chessedeb Lapis Lazuli, qui exprime, par un jeu graphique fondé sur une périphrase de ce que le signe composite représente, que le lapis lazuli repousse le mal, dont l'hippopotame est une figuration possible. La dimension ludique est manifeste encore, par exemple, dans ce court hymne à Isis de Philae. La première partie de chacune des 5 colonnes est identique, mais toujours variée dans sa réalisation graphique. Comme David Klotz l'a brillamment mis en évidence, la difficulté graphique est graduée, du plus simple dans la première colonne au plus complexe dans la 3e et la 4e, puis relativement plus simple à nouveau dans la 5e. Qui plus est, ce sont des expressions différentes dans chaque colonne qui sont particulièrement complexes. Clairement, les prêtres jouent ici avec le lecteur, leurs semblables, leurs frères. Simultanément, cet hymne est typique d'une tendance de l'écriture ptolémaïque consistant à varier au maximum l'expression graphique, comme pour embrasser le monde. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Et puisque l'un de ceux-ci figure sur l'affiche de ce colloque, je ne peux pas ne pas évoquer les 2 hymnes d'Esna, presque exclusivement écrits avec des signes de bélier, respectivement de crocodile. Ceux-ci sont tout d'abord l'occasion d'une célébration par l'écriture des attributs et manifestations de la divinité en ces 2 formes animales. Mais ils sont également l'occasion d'une virtuosité graphique hors du commun. Alors, je passe immédiatement à la pièce de bravoure finale, avec l'expression It Itu Renef, père des pères et son nom, écrite avec 17 crocodiles successifs. Si nous suivons Christian Leitz, l'un des nombreux mots pour crocodile est dépit, d'où paracrophonie, une valeur phonétique T pour un crocodile. 4 se dit fedou, d'où paracrophonie toujours, une valeur phonétique F pour un groupe de 4 crocodiles. Or, it, père, s'écrit de manière régulière, T plus F, d'où une lecture it, père, pour les 5 premiers crocodiles pris ensemble. Les 12 crocodiles suivants valent pour 3 fois 4 crocodiles, soit 3 fois F, pluriel par triplication de it, père. D'où, toutes choses mises ensemble, 5 plus 12 crocodiles pour it, itu, père des pères. Bien. Alors, il est évident qu'une telle forme d'écriture est strictement illisible, si par lire, on entend accéder à un contenu que l'on ne connaît pas encore. Il faut bien au contraire aborder l'inscription en connaissant préalablement les épithètes susceptibles de figurer dans un tel hymne, voire l'hymne lui-même. Plutôt que de lire, au sens commun du terme, le jeu est ici autre. Comprendre comment une épithète, somme toute banale, a pu faire l'objet d'une réalisation graphique aussi extravagante. Mais il y a plus. En Égypte, et particulièrement dans les pratiques sacerdotales tardives, l'écriture est conçue comme d'institution divine, pour reprendre l'expression de Serge Sauneron, ou encore comme écriture révélée, pour reprendre celle de Dimitri Mex dans son ouvrage sur les mythes égyptiens à paraître cet automne. Et c'est là ce qui fonde les expériences extrêmes des litanies divines du temple d'Esna, inscrites sous Domitien et Trajan. Dans ces litanies, chaque verset consiste en un nom divin, toujours le même, développé en une série d'épithètes constamment variées. Comme Serge Sauneron l'a montré, le nom divin est réduit à son squelette consonantique. Vous avez à gauche un extrait des 143 formes graphiques différentes du nom de Khnum. Au prix de cette réduction phonétique extrême, le nom divin peut être écrit avec des signes qui renvoient aux épithètes qui suivent, au niveau visuel, phonétique, allégorique ou à tout autre niveau possible. Ainsi, pour prendre un cas simple, à droite,
un trigramme de Knum écrit avec les signes du scarabée, de la voile et de la plume, sh, un, et les épithètes qui suivent, seigneur de Yunit, celui qui donne le souffle, en écho avec la voile, grâce auquel tous les êtres viennent à l'existence, en écho avec le scarabée. Comme Christian Leitz l'a montré pour la litanie à Osiris, les signes résonnent avec d'autres signes, non seulement à l'interne d'un verset, comme ici, mais également avec les signes des versets précédents et suivants. Au-delà, les signes peuvent encore impliquer des allusions qui renvoient à la position numérique du verset au sein de la litanie prise dans son ensemble, ainsi qu'au cycle du mois et de l'année, qui sont ainsi inclus dans le texte graphique. Alors, je ne peux évidemment entrer dans aucun détail, mais vous avez ici le début du commentaire de Leitz, avec déjà 2 pages très denses pour le seul premier verset. Par le jeu de ces résonances multiples à tous les niveaux, le texte graphique devient ainsi un objet propre, irréductible à son seul contenu linguistique. Une composition graphique polyphonique, où le nom divin et les épithètes qui en constituent l'expansion sont liés entre eux en des réseaux de motivation et d'exégèse sans fin, dont la densité enserre le monde. Étant donné les prémices ontologiques que je rappelais, il y a, par le jeu constant avec les multiples dimensions du signe, par la densité polyphonique des relations de signes résonantes entre eux, et parce que ces relations sont non contingentes, une célébration et une recréation du monde par l'écriture même. Ici, nous sommes bien au-delà même d'Horapollon, qui recueille peut-être des échos affaiblis de ces pratiques sacerdotales tardives de l'écriture égyptienne. Je vous remercie.